Bienvenue à toutes et à tous dans Talk Afrique. Merci d'être avec nous sur Médian TV Afrique. 2018 aura été l'année du décollage des startups africaines. Selon l'étude réalisée par la société d'investissement Partech, les jeunes pousses du continent ont attiré plus d'1 milliard de dollars d'investissement sur 12 mois, 2 fois plus qu'en 2017. Ils rêvent ainsi tous de créer leur start-up, mais contrairement aux autres régions du monde, ces jeunes sont confrontés à une réalité sur le continent, celle du financement. Comment alors monter leur start-up sans argent? Comment financer leurs activités, leur inventivité? Les structures de financement, notamment les banques commerciales, sont-elles prêtes à les accompagner? Eh bien, pour en parler, je reçois sur ce plateau avec un immense plaisir d'ailleurs, Aladji Mamadou Aladjili. Mamadou, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Abdoulaye, le plaisir est partagé. Alors, juste préciser que vous êtes responsable au Fonds de développement du service universel des télécommunications, le FSDTU, c'est bien cela? FDSUT. FDSUT, un service donc qui voilà, destiné à favoriser le développement des réseaux services télécommunications dans les zones où ce développement n'est pas rentable. Merci d'être là avec nous également sur ce plateau. Mafal Lo, il est le directeur du Firefly Media, une start-up, c'est bien cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, messieurs, merci donc. On le disait à l'entame de cette émission, Mamadou Aladjili, les jeunes Africains rêvent de l'aventure. Start-up, l'outil numérique leur offre la possibilité de créer des projets professionnels afin de répondre à des besoins spécifiques. Le financement demeure toutefois encore une problématique en Afrique. Où est-ce qu'on en est pour la levée de fonds sur le continent? Merci beaucoup Ablaye. Permettez-moi d'abord de saluer tous les téléspectateurs de Medi TV, donc saluer tous les Sénégalais et les Sénégalaises qui sont dans la région méditerranéenne. Saluer également mon co-débatteur, M. Fall. Vous dire que aujourd'hui, la problématique de l'emploi, parce que c'est de là que je vais inscrire, n'est-ce pas, cette stratégie start-up pour venir régler un problème d'emploi, c'est-à-dire un problème de chômage. Ce problème de chômage aujourd'hui est un problème qui dépasse les frontières des régions sud. Quand je dis des régions sud, les pays en développement. Aujourd'hui, pratiquement, c'est tout le monde qui est impacté par ce problème de chômage. Depuis la crise de 2008, nous avons assisté à ce problème de chômage et de sous-emploi dans toutes les régions du monde. Maintenant, il y a une innovation majeure qui s'est décrétée, c'est celle qui consiste aujourd'hui à parler de start-up. Le start-up, c'est pour un peu les jeunes qui viennent juste de terminer leurs études et qui ont des idées d'entreprendre. C'est ça aussi, c'est important. Parce qu'on est à une stade d'idées d'entreprendre. Maintenant, pour ce faire, d'abord, il faut le premier aspect qu'il faut assurer, c'est d'abord, est-ce que cette idée d'entreprendre, est-ce qu'il y a un marché potentiel dans lequel on peut évoluer pour pouvoir créer assez de richesses, pour pouvoir décoller. Phase. Oui. Donc d'abord, ça c'est important. Le premier aspect qu'il faut d'abord tout. Le deuxième aspect, est-ce qu'il y a des innovations technologiques qui sont mises en place pour pouvoir solutionner un certain nombre de problèmes auxquels l'économie ou bien auxquels les agents économiques sont confrontés. Le troisième aspect, c'est important et je pense que c'est l'objet de cette rencontre, c'est d'avoir des financements massifs et des financements diversifiés pour pouvoir accompagner ces startups. Et le dernier aspect, c'est franchement l'accroissement. La croissance. Est-ce que ces startups-là peuvent devenir matures pour pouvoir franchement envahir l'économie, le marché de façon globale? Donc je pense pour ce faire, en tout cas je peux prendre un exemple au Sénégal. Je pense qu'il y a eu des outils qui ont été mis en place pour accompagner ces initiatives de start-up. En termes de financement? En termes de financement, je veux dire. Par exemple, le financement le plus récent, ou bien l'instrument le plus récent qui a été mis en place, c'est la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, où il y a un fonds de 3 milliards donc, qui a été dédié aux start-up pour accompagner les start-up. Donc, je pense que c'est tous les start-up qui évoluent dans le domaine du numérique. Donc, parce que quand on dit start-up, les gens ont tendance à croire que c'est le volet du numérique, mais alors que ça concerne tous les secteurs d'activité.
Mais je pense que le secteur d'activité qui a un multiplicateur d'activité le plus élevé, c'est le numérique. Aujourd'hui, je pense que peut-être Fall, dans son start-up, lui, il va nous dire comment il va solutionner le problème de transport, de mobilité à travers la solution qu'il détient. Donc, je pense que aujourd'hui, ça doit être dans la culture des dirigeants. Pour régler le problème de l'emploi, il faut penser à l'entreprise, c'est-à-dire à entreprendre. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ça doit être la voie de salut. La voie de salut, mais on arrivera surtout avec la pérennisation, la durabilité de l'emploi ou sa croissance, comme vous l'avez indiqué. Alors, Mafal Lo, on le disait tantôt, vous êtes le directeur de Firefly Media, c'est bien sûr un start-up. Dites-nous d'abord, votre start-up, c'est quoi sa mission? Quand est-ce qu'il a été créé avant d'aller dans le vif même du sujet de l'émission? Alors, merci d'abord infiniment de m'avoir invité et merci à tous vos téléspectateurs. Firefly a été créé en 2015 et notre mission est très simple. On a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent les transports en commun tous les jours au Sénégal et en Afrique. Ils y passent énormément de temps. 20 heures par semaine à Dakar et jusqu'à 35 heures à Lagos. Et notre mission, notre raison d'être, c'est de faire en sorte que le temps que les passagers passent sur la route soit plus agréable et plus utile pour eux, tout simplement. Maintenant, pour revenir sur la question des startups, je pense que comme c'est un espèce de buzzword, c'est important de revenir sur les définitions. Une startup, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une société qui est jeune. Une start-up, ce n'est pas non plus une société qui fait de la technologie dans le sens du numérique. Une start-up, en réalité, c'est juste une société qui apporte une innovation sur un marché. Et que comme cette innovation-là, comme elle apporte quelque chose de nouveau sur un marché, elle a besoin de temps pour trouver un marché à cette innovation-là. C'est ce qu'on appelle une adéquation produit-marché. Et c'est ce temps de recherche en réalité qui recouvre 3 grands risques. Le risque d'opportunité, le risque de faisabilité et le risque de viabilité. Et en réalité, depuis que les startups existent, toute la chaîne de financement des startups viennent finalement, les investisseurs viennent en fait plus ou moins tôt dans le développement de la startup pour prendre en compte, pour absorber une partie de ces risques. Et vraiment, quand on a compris ça, en fait, tout devient clair sur les questions du financement. On ne peut pas, par exemple, demander à une banque, qui est là en général pour financer des avances de facture, d'aller prendre un risque sur l'opportunité. Vous comprenez? Vous ne pourrez pas demander à un investisseur de série A d'aller prendre un risque sur l'opportunité. L'investisseur de série A, en général, prend un risque sur le passage à l'échelle, ce que mon collègue M. Lee parlait en termes de croissance. Donc, dès qu'on a compris le cycle de développement d'une startup et de ses différentes phases, idéation, seed, série A, etc., donc passage à l'échelle, on comprend de facto les besoins de financement qui sont en adéquation avec chaque phase de développement et on se rend compte en fait qu'on a des gaps ici au Sénégal et plus particulièrement en Afrique. On le voit d'ailleurs avec l'étude de Partech sur ce qu'on appelle le early stage, c'est-à-dire les phases de démarrage de ces entreprises-là. Parce qu'une fois qu'en général, les sociétés ont trouvé leur modèle, on peut parler de InTouch au Sénégal, j'aime bien citer des sociétés sénégalaises, en général, pour qu'elles trouvent de l'argent pour aller à l'échelle dans plusieurs pays, il y a beaucoup plus d'argent à ce niveau de développement-là. Par contre, quand on est encore en train de chercher son modèle, on n'est pas encore sûr de comment on va générer des revenus qui sont prédictibles. Quand on n'est pas encore sûr de comment on va pouvoir déployer sa solution de la même manière à Abidjan, à Dakar, au Caire, etc., là, c'est déjà plus difficile parce que naturellement, il y a plus de risques à investir à ce niveau de développement-là. Tantôt, vous avez parlé de viabilité. Oui. La question que j'ai envie de poser, est-ce que les critères de financement sont-ils en adéquation avec même les besoins du marché de l'entrepreneuriat, notamment, surtout, c'est les jeunes startups? Je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue M. Lee, mais pour moi, chaque source de financement a une certaine, ce qu'on appelle, aversion au risque. Par exemple, si moi, je suis un entrepreneur à succès demain, que je gagne beaucoup d'argent et que je connais très bien le secteur, par exemple, des transports en commun,
ma capacité à prendre des risques dans les secteurs en commun sera beaucoup plus importante qu'un investisseur institutionnel logé à la Banque mondiale qui ne connaît pas les réalités du terrain et qui ne pourra pas donc prendre les mêmes risques que moi. Elle sera aussi beaucoup plus importante qu'une banque traditionnelle qui est régie par des contraintes purement réglementaires. Donc, en réalité, pour moi, la question n'est pas quels sont les critères. Je pense que la start-up est une modalité entrepreneuriale, comme le service est une modalité entrepreneuriale, comme l'industrie est une modalité entrepreneuriale. Et chaque modalité entrepreneuriale vient avec une chaîne de financement qui lui est propre. Et effectivement, grâce à l'ADER, aujourd'hui, on commence à adresser le early stage, mais l'argent n'est pas le seul facteur qui est important pour le succès. Il y a aussi la question de l'accompagnement. Mais c'est vrai, la question de l'accompagnement. Alors, Ala Djili, vous avez parlé de l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, c'est bien cela au Sénégal. Est-ce que les structures financières, notamment les banques commerciales, comme il a laissé entendre tantôt, sont-elles prêtes à accompagner les startups en Afrique? Oui, M. Fall a dit quelque chose de très important, de l'aversion au risque. Donc, si on s'oriente vers le financement classique, on sait que ça sera très difficile pour les startups de lever des fonds là-bas. Ça sera très difficile. À mon avis, à mon humble avis. Pourquoi ce sera très difficile? Expliquez-nous. Parce que en général, le startup est dans une phase peut-être de démarrage. De démarrage, l'entrepreneur a une idée qu'il veut mettre en valeur, qu'il veut valoriser. Et ce n'est pas évident que tout de suite là, que la banque puisse l'accompagner parce que le risque est assez grand. Également, s'il n'y a pas, par exemple, des mesures d'accompagnement. Je donne un exemple, par exemple, un startup qui vient de démarrer, qui n'a pas encore, par exemple, tout le dispositif peut-être d'accompagnement administratif, peut-être qu'il a besoin d'être incubé, comme nous l'avions fait à l'époque, n'est-ce pas? Donc, si toutes ces garanties-là ne sont pas réunies, peut-être la banque peut être un peu hésitante à mettre son argent. Par contre, on peut avoir, comme il l'a dit, des financements dédiés, c'est-à-dire des instruments de financement dédiés à ce type de modalité d'entreprise. C'est le cas, par exemple, de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, qui aujourd'hui accompagne, n'est-ce pas, tous ces types d'entreprises, c'est-à-dire que des entreprises qui commencent à créer leur activité économique. Donc aujourd'hui, si on a ces financements dédiés, soit c'est des banques d'investissement, soit ça peut être des banques de développement économique, ça peut être des fonds, mais qui sont destinés à accompagner ces initiatives-là. Je pense qu'aujourd'hui, on doit orienter notre stratégie vers ce canal-là. Mais le financement classique, ce n'est pas évident que ces jeunes-là puissent trouver ce qu'ils veulent dans les banques classiques. C'est parce que... ajouter de l'eau au moulin de M. Ly. Qu'est-ce que le risque? Le risque est une incertitude. Et aujourd'hui, d'où vient l'incertitude? Elle vient du manque d'information. Comment une banque prend sa décision de financement? Elle vous demande des bilans financiers, c'est de l'information financière. Et elle se base sur votre historique. Là, vous parlez des banques commerciales. Des banques commerciales traditionnelles. Parce que vous demandiez pourquoi les banques traditionnelles n'accompagnent pas les startups. Ce que je vous dis, c'est qu'une banque traditionnelle, au-delà des contraintes réglementaires, quand elle vous prête de l'argent, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde vos mouvements et votre historique. Et en fait, il y a beaucoup de startups qui ont du mal à générer des mouvements qui sont réguliers, constants, prédictibles, sur lesquels un opérateur bancaire classique puisse se baser pour dire « Ah ok, lui je sais que quel que soit le scénario, il va générer 1 million par mois, donc s'il me demande 500 000 francs, 600 000 francs ou 10 millions, peut-être que si je lui étale sur 4 ans, il va me rembourser. » Une start-up aujourd'hui, de par la modalité entrepreneuriale, ne peut pas générer ce type d'informations. Est-ce à dire qu'il n'y a pas suffisamment d'incubateurs ou pour accompagner ou de tirer disposition pour accompagner ne serait-ce que les startups qui peuvent constituer un handicap à leur développement? C'est ce que vous voulez dire? Ce que je dis, c'est que l'incubateur, en tant qu'organisme visant à accompagner les startups,
En fait, quand vous prenez la chaîne de valeur de l'innovation, l'incubation, c'est ce qui vous permet de passer d'une idée à un projet. Mais il faut savoir définir ce qu'est un projet entrepreneurial. Un projet entrepreneurial, c'est quelque chose qui est bien formaté en termes d'hypothèses. On dit, bon, mes hypothèses clients, c'est celle-là. Mes hypothèses de solutions, c'est celle-là. Mes hypothèses de canaux pour toucher mes clients, c'est celle-là, etc., etc. Mes hypothèses de pratique, etc. Maintenant, pour passer du projet entrepreneurial, d'accord, à l'entreprise, d'accord, il est fort probable que vos hypothèses changent parce qu'elles sont éprouvées par les clients. Donc ça, c'est le rôle des accompagnateurs, d'aider les entrepreneurs à structurer leurs idées de telle manière à ce qu'ils puissent savoir concrètement où est-ce qu'ils vont. Mais cela ne suffit pas. Parce que souvent, je donne un exemple. Si vous mettez de l'intelligence artificielle, par exemple, dans les médias, d'accord, vous lancez un projet de télé traditionnel et un projet de télé basé sur l'intelligence artificielle. On va dire ces deux exemples-là. C'est quoi la grande différence entre ces deux projets? La télé, on connaît son modèle économique. On sait qui sont les annonceurs qui doivent mettre de l'argent à la télé. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire ou pas? Alors que si vous lancez une télé avec l'intelligence artificielle, on ne sait pas qui va acheter ce produit-là. C'est ça la grande différence fondamentale. C'est pour ça que quand vous lancez une télé, vous avez des gens qui savent déjà comment on investit dans la télé, les banques, etc. etc. Par contre, quand vous investissez dans l'intelligence artificielle, eh ben, il y a beaucoup moins de gens qui savent comment on investit dans l'intelligence artificielle. Et il y a encore beaucoup moins de gens qui savent comment on structure un projet. Donc les incubateurs, les écosystèmes. On accompagne un projet qui est dans l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il faut d'une part l'accompagnement pour structurer les projets parce que c'est une démarche entrepreneuriale qui est très proche des méthodes de recherche en fait appliquées. Et de l'autre côté, des financements qui sont adaptés et qui savent absorber ce risque-là, qui savent absorber le risque intrinsèque à l'innovation. Alors, Aladjili, comment finalement déterminer le mode de financement le plus adapté pour les startups? Ça, je pense qu'il nous faut peut-être une expérimentation ou bien une quasi-expérimentation parce que jusque-là, quand je prends le cas du Sénégal, donc on n'a pas encore une culture assez éprouvée, une culture assez approfondie, n'est-ce pas, de ce mode de financement. Je pense que c'est récent. Et en général, c'est lié à une problématique, c'est une problématique du chômage, que les gens commencent à réfléchir pour mettre en place, n'est-ce pas, des mécanismes pour pouvoir accompagner ces détenteurs de solutions au chômage. Donc les startups. Je pense que c'est une très bonne stratégie pour lutter contre le chômage. Mais, comme vous l'avez dit, l'accompagnement, je pense que c'est important. Le business model dont l'a dit, on peut décrire mon ami Fall. Parce qu'aujourd'hui, si les startups en amont, si par exemple l'État met en place tout le dispositif financier qu'il faut, mais qu'en aval ou bien entre l'amont et l'aval, s'il n'y a pas par exemple l'accompagnement, surtout l'accompagnement technique qu'il faut. Parce que moi, le startup, je le considère comme une idée de projet, une idée de solution. La personne, elle est là, par exemple, aujourd'hui, il a constaté qu'au niveau de Dakar ou bien au niveau de Lagos, il y a un problème de mobilité, les gens, ils ont des difficultés pour trucs. Ça c'est déjà un problème. Et partant de là, lui, il propose une solution à ce problème-là. Maintenant, ça, c'est dans sa tête, c'est une idée, c'est des hypothèses qu'il a posées. Maintenant, comment faire pour que ce projet-là, pour que cette idée-là puisse être matérialisée, pour que ça puisse créer de richesses, pour que ça puisse créer de l'emploi, créer de la valeur? Ça, il faut le mettre dans un environnement adéquat, dans un environnement approprié. Ça, c'est les incubateurs, c'est le rôle des incubateurs. Et donc, jusque-là, par exemple, au Sénégal, les incubateurs ne sont pas assez développés, c'est entre les mains des privés, entre guillemets. Donc, l'État doit investir davantage dans l'accompagnement de ces startups. Donc, nous, on avait un projet à l'époque de mettre dans chaque université régionale des incubateurs qui ont des grandes capacités d'accueil et mettre les moyens qu'il faut pour accompagner ces jeunes qui ont les idées et puis qui veulent aider l'État.
Alors, Mafal Lo, c'est vrai qu'on parle de financement. On a vu également, la plupart des financements restent concentrés en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria. Qu'est-ce qui explique ce contraste entre ces pays-là? Ok, je pense que là, c'est vraiment... En fait, si vous analysez un peu les marchés, l'Afrique anglophone a de gros marchés. De gros marchés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi en fait on pense que les startups peuvent répondre à la problématique de l'emploi? C'est pas tant que tout le monde peut devenir un employeur, mais c'est que s'il y en a un qui réussit, il va générer une masse d'emplois en quelques temps qui est phénoménale. C'est le cas de votre startup Firefly Media? Pas encore. Mais je peux citer par exemple Paydonia. J'ai appris il y a pas longtemps qu'ils avaient 40 salariés, 50 salariés. Je peux citer Paps ou Wikari qui sont des startups qui sont encore jeunes, mais qui, pour leur âge, emploient pas mal de monde par rapport à d'autres startups. Ou bien je peux citer InTouch ou ATPS ou Wari. On voit le nombre d'emplois qu'ils ont créés en très peu de temps. C'est pour ça, en fait, qu'on doit investir dans les startups. Parce qu'on sait que s'il y en a une qui réussit, elle a fait le travail de 100. Voilà. Maintenant, de la question de savoir pourquoi ça se concentre en Afrique de l'Ouest, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique anglophone, l'Afrique anglophone a l'avantage sur nous d'avoir des gros marchés, c'est-à-dire le Nigeria en gros, l'Afrique du Sud, l'Égypte aussi qui est arabophone et anglophone, où là-bas, quand on lance une idée, on a déjà tout de suite 60, 100, 200 millions d'habitants à servir. Alors que quand vous venez en Afrique francophone, notre marché est plus fragmenté. La zone UMOA est homogène, mais voilà, le Sénégal, c'est quoi? C'est même pas Lagos, il me semble. C'est quoi? C'est 12 millions d'habitants, 16 millions d'habitants, selon les statistiques. Vous allez au Mali, vous allez au Mali, vous prenez le Bénin, le Togo, c'est des petits pays. Tout ça agrégé fait un bon marché, mais demandez à toutes les gens qui ont essayé d'aller dans ces pays-là, pour passer de Dakar à Bamako, c'est un problème. Donc la réalité aussi du marché agrégé, unique et uni qui nous permet de développer nos concepts très rapidement n'est pas encore un fait. C'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs, ils prennent moins de risques à aller sur des gros marchés, d'accord, que sur des petits marchés, des gros marchés, mais qui sont très fragmentés. Alors, Omodo Aladjiri, on est presque arrivé au terme de cette émission. On parle finalement au Sénégal, il y a la DER, mais y a-t-il d'autres structures de financement ou envisagées par l'État du Sénégal? Parce que quoi qu'on dise, comme il a rappelé tantôt, les startups peuvent se révéler être de grandes pourvoyeuses d'emplois. Oui, à ma connaissance, il y a la DER qui est destinée à accompagner surtout les jeunes et les femmes en termes de financement, de création d'entreprises. Il y avait le fonds JIP. Bon, le fonds JIP, c'est le fonds de garantie. Le fonds de garantie, ça dit, bon, là, devait garantir, par exemple, les porteurs de projets auprès des banques qui jugent votre projet viable, bancable, voilà. Il y avait le fonds 6, mais le fonds 6, quand même, ça concerne un peu les entreprises matures, c'est les PME, les PMI. Mais je dis que cela ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, je considère les startups comme une catégorie, ou bien une modalité, ou bien une innovation d'entreprise, ou bien d'entreprendre. C'est différent des autres entreprises, voilà, des autres paiements. Donc, il faut avoir des financements ciblés, des financements exclusivement dédiés à cette catégorie d'entrepreneurs. Mais il y a la viabilité économique de ce type d'entreprise qui pose problème. Oui, parce que parfois aussi le risque, le capital risque, il a parlé du risque. Moi, je dis que si on se cantonne sur le risque, on risque de ne pas accompagner. C'est ce problème-là que j'ai avec les banques classiques. Les banques classiques, à chaque fois, ils te disent il faut une garantie, il faut le risque. Mais l'entreprise, c'est d'abord un risque. La personne qui décide d'entreprendre, de solutionner ou bien de créer des richesses, il a un risque. Il faut avoir l'aversion au risque. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir, par exemple, avoir toute l'information sur l'entrepreneur, mais on peut quand même franchement
minimiser certains aspects, pour au moins accompagner les gens. Parce qu'aujourd'hui, moi, je considère que nos banques-là, ils ne participent pas au développement du pays. Les banques commerciales, elles ne participent pas du tout au développement du pays. Ça, je le dis, et c'est vérifiable. Maintenant, il faut avoir une banque nationale de développement, mais une banque d'investissement exclusivement dédiée, n'est-ce pas, à l'accompagnement des startups. Je pense que ça sera la solution. Merci Mamadou Aladjili. Nous sommes arrivés au terme de cette émission Talk Afrique qui avait donc l'honneur et le plaisir de recevoir ces deux messieurs sur ce plateau. Mamadou Aladjili, qui est expert doctorant, expert en économie numérique. Il est également responsable au fonds souverain. C'est bien cela, au fonds de développement du service universel des télécommunications au Sénégal. Et puis avec nous également Mafallo, directeur de Firefly Media. C'est bien cela, startup. Merci également à vous d'avoir été de notre grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet de Medion TV Afrique. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro.